On peut commencer déjà par s'amuser un peu ensemble en se souvenant que euh, pendant plus d'un siècle, on s'est servi de dessins absolument remarquables que vous pouvez trouver dans des vieux atlas qui datent de la fin du 19e siècle. Et on admire d'ailleurs la qualité de ces dessins faits avec l'ophtalmoscope et une palette de Morax. Et ces ophtalmologistes de l'époque arrivaient à dessiner le fond d'œil avec une précision extraordinaire. Mais ce qui est extraordinaire, c'est quand on regarde tout cet atlas, on s'aperçoit qu'il n'avait que des formes très évoluées, irréversibles, avec des cicatrices comme vous les voyez aujourd'hui. Et c'est seulement depuis 50 ou 60 ans que nous disposons de l'angiographie à la fluorescine, dont vous avez vu un exemple. Et vous avez vu que cette angiographie nous permettait, d'une manière tout à fait remarquable, d'analyser les néovaisseaux, de découvrir le signe fondamental qui était la diffusion, et de pouvoir ainsi guider et le diagnostic et les petites possibilités thérapeutiques de l'époque. Et puis, depuis une vingtaine d'années, est apparu l'OCT. L'OCT, vous le connaissez tous les jours, c'est une méthode qui s'est développée d'une manière extraordinairement rapide, essentiellement parce qu'elle est très aisée à obtenir auprès du patient qui ne ressent aucun effort ni aucune difficulté particulière. Et cette OCT devrait non pas être interprétée seulement pour la présence, l'absence, l'augmentation ou la régression de cette accumulation de fluide qu'on voit sous forme d'un espace optiquement vide noir sur les coupes en OCT, mais nous devrions aussi apprendre de plus en plus à l'utiliser pour des critères d'activité que sont ces points hyperréflectifs que vous voyez sur la courbe du haut, ces zones denses intrarétiniennes que vous voyez aussi marquées par les 4 petites flèches l'une à côté de l'autre, et aussi analyser ces fameuses couches externes, en particulier la couche limitante externe, ILM, qui est marquée par la flèche rouge, et la couche dite ellipsoïde, qui est marquée, elle, par la flèche jaune, parfois remplacée, quand il y a une réaction inflammatoire ou un développement de néovaisseaux pré-épithéliaux, par une masse dense, grise, inhomogène, que vous voyez bien, qui est marquée par la grosse flèche centrale en bas sur le 3e exemplaire. Et vous avez là donc déjà, avec ces 3 types de lésions, une série de symptômes tout à fait importants à connaître: réaction inflammatoire, évolution de néovaisseaux, réaction exsudative, modification de l'ellipsoïde, qui a une énorme valeur pronostique pour la fonction visuelle après traitement. Même quand la réaction exsudative aura été traitée par les injections intravitréennes, l'essentiel est de savoir si la limitante externe est intacte et si l'ellipsoïde est intacte. Si l'un ou l'autre est altéré, la fonction visuelle ne sera jamais revenue à la normale, même s'il n'y a plus aucune activité des néovaisseaux. Et puis récemment, nous avons vu apparaître une nouvelle méthode d'imagerie en OCT, et j'insiste sur le fait qu'elle peut être obtenue simultanément avec l'OCT standard. C'est-à-dire qu'on peut, Florence vous montrera tout à l'heure dans la conduite de l'examen, qu'on peut obtenir simultanément l'OCT standard et l'OCT angiographie, et donc avoir un faisceau d'arguments tout à fait intéressant pour un diagnostic et pour un traitement. Et effectivement, vous avez tous vu, et je vois partout cette image qui se répand, vous avez tous vu cette image vraiment caractéristique, impressionnante, d'avoir une photo du fond d'œil où l'on voit se développer un signal particulièrement intense qui est celui des néovaisseaux. Alors bien sûr, il faudra apprendre beaucoup de choses. Et déjà sur ce cliché, on peut faire la comparaison entre le cliché en face et le cliché d'OCT angio.
Vous voyez que le cliché en face ne nous donne pas les vaisseaux, mais nous donne les zones de densité, d'opacification ou les accumulations liquidiennes. Inversement, le cliché d'angio-OCT nous montre un signal vasculaire fort et un signal vasculaire faible, qui est une image fantôme dont nous reparlerons plusieurs fois, puisqu'il faut apprendre à vivre avec ou à l'éliminer en faisant des coupes particulièrement fines. Mais ce n'est pas tout. Sur cette même image, il y a encore deux autres coupes en B-scan qui sont extrêmement importantes. Ces coupes standards, à droite, la coupe standard. Bonjour Martine, entrez. La coupe sur votre droite, c'est la coupe standard B-scan. Cette coupe, c'est l'OCT habituel sur lequel se surimposent deux lignes rouges qui marquent exactement l'endroit où est fait la section, c'est-à-dire ce qui va être reproduit en face dans les deux images qui sont en haut. Et ça nous permet donc de savoir exactement que cette coupe est faite juste au-dessus de l'épithélium pigmentaire, que l'épithélium pigmentaire est normal à droite et à gauche, et qu'au centre, il y a un décollement de l'épithélium pigmentaire et une réaction liquidienne extrêmement limitée dans ce cas particulier. Et enfin, la quatrième image, celle de gauche, c'est le B-scan en angiomode. Et sur le B-scan en angiomode, vous avez une très grande richesse d'informations. Vous avez bien sûr les coupes en ligne rouge, vous avez aussi le profil de la rétine et de toutes les coupes rétiniennes, et dans les parties rétiniennes elles-mêmes, vous voyez une succession de petits points qui sont des vaisseaux rétiniens, la coupe de vaisseaux rétiniens, et vous voyez qu'on peut définir une ligne superficielle, une ligne profonde et une ligne intermédiaire entre les deux, c'est-à-dire les connexions entre les deux plexus capillaires superficiels et profonds. Vous voyez aussi qu'on peut définir l'image du sang circulant dans les vaisseaux choroïdiens, tout ce qui est blanc en bas. Ce qui est en avant des deux coupes et qui est blanc aussi, qui a un signal, c'est aussi des vaisseaux, c'est les néovaisseaux. Et notez qu'on ne voit pas les gros vaisseaux choroïdiens, ou plus exactement, on les voit en noir. Effectivement, ce sera une des particularités de l'OCT angio, c'est-à-dire que quand le mouvement de sang se fait très lentement, on ne le voit pas du tout. Ou quand il se fait trop vite, on ne le verra pas non plus. On ne voit qu'à travers un seuil bien délimité de vitesse, qui est la vitesse habituelle. Vous voyez que déjà sur ces clichés, on a beaucoup d'informations. Mais avant de commencer à voir l'image normale et la prise de vue que Florence va vous montrer tout à l'heure, il faut peut-être se rappeler un tout petit peu des principes, sans chercher à entrer dans le détail de la technique ou des principes. Il faut se rappeler que c'est une visualisation en 3 dimensions, qu'on va analyser essentiellement les vaisseaux rétiniens et choroïdiens, que nous utilisons ici un prototype de Spectralis. Vous êtes toujours au 70 ici ou 85 000 ? Le 85 000 arrive. Il arrive, voilà. Avec nos amis de Heidelberg et avec nos excellents amis de Sanotek, nous avons progressivement les différents appareils au fur et à mesure qu'ils les mettent au point. J'ai eu la chance personnellement de pouvoir aller à Heidelberg en novembre dernier et où ils m'ont très gentiment accompagné sur le retour en me donnant ce module que nous avons utilisé et qui nous a permis de faire tout ce que vous voyez ici, tous ces documents, ces bouquins, etc. ont été faits dans les semaines et les mois qui ont suivi. Et en même temps, le prototype qui s'appelle IX, non, je ne sais plus comment il s'appelle, OCD2, ce module nous permet d'avoir des images d'excellente qualité, et ceci est dû essentiellement au fait que les instruments de Spectralis possèdent un système de eye tracking qui leur appartient, qui est spécialisé et qui permet l'acquisition des B-scans exactement au même endroit
au fur et à mesure qu'on va les prendre. Et ceci est nécessaire puisque le concept de l'OCT en géographie est basé sur le fait que lorsque l'on prend des images à une cadence très rapide, au même endroit exactement, ou qu'elles sont reproduites grâce au système de eye tracking, les seuls éléments qui changent d'une photo à l'autre, les seuls éléments mobiles, sont les éléments du sang circulant. Et ces éléments du sang circulant vont entraîner un signal, et il existe une décorrélation entre un cliché, puis le suivant pris à une très grande vitesse, et cette décorrélation met en évidence justement le flux circulatoire sanguin et qui va être converti en un signal relativement intense, et c'est l'intensité du signal qui va nous permettre de le voir et qui va apparaître en blanc sur fond noir, et qui nous permet donc la visibilité du lit vasculaire sans qu'on ait à faire, dans ce cas, d'injection intraveineuse d'un colorant, comme on faisait pendant et comme on fait encore depuis tant d'années pour l'angiographie à la fluorescéine. Et l'amplitude de ce signal de décorrélation, obtenu par la différence entre des B-scans consécutifs, détermine donc un contraste entre les structures immobiles et celles qui bougent, c'est-à-dire le sang circulant. Et l'OCT en géographie que nous allons utiliser va combiner des informations donc à propos du flux sanguin, c'est l'OCT angio, et nous allons essayer dans les différents aspects de déterminer des critères d'activité, de prolifération active ou au contraire de régression et de quiescence des fameux néovaisseaux qui nous intéressent tant, et de prendre ainsi des décisions qui ne seront plus basées seulement sur la réaction exudative, sur la présence, l'absence, la régression, l'augmentation de cette accumulation de fluide, mais qui seront basées sur l'anatomie réelle des néovaisseaux et leur changement au fur et à mesure de l'évolution et sous l'effet des traitements ou sous l'effet de l'évolution spontanée. Et ces informations morphologiques, en plus, vont être obtenues à partir des B-scans, des coupes antéro-postérieures, qui sont enregistrées en même temps, que ce soit le B-scan conventionnel ou que ce soit le B-scan angiomode, et qui vont nous donner des informations sur le niveau de section dans la rétine, et donc nous permettre d'identifier des néovaisseaux choroïdiens, leur localisation par rapport à l'épithélium pigmentaire. Est-ce qu'ils sont sous l'épithélium pigmentaire ou en avant de l'épithélium pigmentaire, c'est-à-dire occulte ou visible, ou mixte éventuellement, et aussi quelques informations sur la membrane de Bruch, quelques informations sur la rétine elle-même, où nous pourrons voir parfois la prolifération de néovaisseaux intrarétiniens dans les anastomoses. Cette localisation est évidemment très importante pour reconnaître le type de néovaisseau. On a donc deux éléments, des éléments morphologiques et des éléments fonctionnels d'activité, et tout ceci sans l'inconvénient de l'injection intravitréenne. Alors en pratique, on peut utiliser, je pense que tu vas revenir là-dessus, on continue. Bon, on peut utiliser tout simplement une segmentation automatisée. Il y a des boutons qui nous permettent d'avoir une coupe faite automatiquement au niveau du plexus capillaire superficiel, une autre au niveau du plexus profond, et on a la chance, avec des coupes relativement fines, de pouvoir réellement séparer ces deux coupes et ne pas avoir de superposition. Ça demande une certaine précision et surtout ça demande que le tissu rétinien ne soit pas énormément modifié par la pathologie. Et c'est vrai que cette segmentation automatisée est très pratique pour la détection de départ. Mais dès qu'on veut une analyse plus précise de néovaisseaux choroïdiens, dans les cas de patients qui ont déjà des lésions importantes avec des modifications des couches rétiniennes, on va faire une segmentation manuelle. On va utiliser habituellement des coupes qui ont chacune 30 microns d'épaisseur, parfois un peu plus, parfois un peu moins. On peut faire de l'ultra fine ou on peut faire des coupes relativement plus épaisses.
On peut utiliser soit des sections transversales, horizontales, soit des sections qui seront alignées sur l'épithélium pigmentaire ou la membrane de bouche. Lorsqu'il s'agit de néovaisseaux, c'est très pratique de les aligner sur l'épithélium pigmentaire pour savoir ensuite si c'est en avant ou en arrière, etc. Lorsqu'il s'agira par exemple de myopes, ça devient beaucoup plus difficile à cause de la concavité importante. Et donc dans ce cas-là, on emploiera souvent une coupe transverse pour analyser juste l'endroit pathologique. Cela va dépendre essentiellement. Quand on va essayer d'analyser les plexus capillaires rétiniens, on utilisera volontairement des coupes alignées sur la membrane limitante interne, puisque c'est juste au-dessous que se trouvent ces capillaires. Ensuite, on va commencer habituellement, dans le cadre des néovaisseaux choroïdiens, juste au-dessus de l'épithélium pigmentaire pour identifier y a-t-il ou non des néovaisseaux préépithéliaux, c'est-à-dire classiques. Puis, une deuxième coupe qu'on va bouger manuellement, qui va 30 microns entre l'épithélium pigmentaire et la membrane de bouche. Une ou plusieurs, selon la saillie du décollement de l'épithélium pigmentaire, et ça va nous permettre d'analyser sur une ou plusieurs images l'ensemble des néovaisseaux choroïdiens sous-épithéliaux ou occultes. Et enfin, on essaye de continuer aussi par des coupes du côté de l'interface choroïdosclérale, en sachant toutefois que, pour le moment, les possibilités de l'OCT-angiographie sont relativement limitées pour analyser les diverses couches de la choroïde, et même pour analyser les vaisseaux de drainage, les vaisseaux nourriciers et les diverses connexions, parce que le lit de la choroïde capillaire va faire une espèce de toit, de shield, qui va bloquer le passage de la lumière vers la profondeur. Et c'est seulement dans les cas d'atrophie de l'épithélium pigmentaire et de la choroïde capillaire qu'on va voir clairement le sang circulant, le signal au niveau des gros vaisseaux choroïdiens résiduels. Et vous verrez la différence. Les gros vaisseaux choroïdiens se voient la plupart du temps en noir mal détaillé, sauf dans les zones d'atrophie, où on voit au contraire, puisqu'il n'y a plus le masquage par la choroïde capillaire et par l'épithélium pigmentaire, on voit les vaisseaux choroïdiens beaucoup plus détaillés, beaucoup plus fins, et on les voit en blanc, en signal positif. Mais c'est évidemment moins productif pour nous en pathologie, puisqu'il s'agit seulement de lésions qui sont actuellement irréversibles. Je pense que maintenant c'est à toi.